Mais il faut dire la vérité, c'est vraiment à partir du moment que Death Row va s'imposer que le monde sera conquis par la West Coast. Et justement, comment Death Row a vu le jour? Lorsque Dr. Dre quitte NWA après une énième dispute avec Eazy-E, il décide donc de rejoindre le label de son garde du corps, j'ai nommé Suge Knight. Et là-bas, il travaille sur son premier album solo. Bien qu'il doit être le centre de l'attention pour la première fois, parce qu'avant il a toujours été dans un groupe, Dr. Dre voit ses albums comme des projets collaboratifs. Il est producteur, chef d'orchestre, et il sait magnifier les artistes avec lesquels il collabore. Et c'est exactement ce qu'il fera sur son premier album, The Chronic. Quelque temps avant la sortie de son album, son beau-frère Warren G lui présente un rappeur extrêmement talentueux et assez atypique, originaire de Long Beach, ville se situant au sud de Compton. Cet artiste tue tout, mais il n'a jamais eu l'occasion d'avoir une vraie équipe autour de lui. Il s'agit bien sûr de Snoop Dogg. Ensemble, ils enregistrent une tonne de morceaux et le premier qu'ils sortent officiellement sera celle de la bande-annonce d'un film. Alors c'est l'histoire d'un keuf qui se fait passer pour un dealer pour infiltrer un cartel afin de le faire tomber. Le film c'est Deep Cover. Alors ça tombe bien, Snoop Dogg était tombé il n'y a pas si longtemps que ça pour avoir vendu de la dope à un keuf en civil. Donc clairement il n'est pas à court d'inspiration pour ce morceau. Après le succès de Deep Cover, Dr. Dre sort l'énorme classique Nothing But a G-Thing. Et puis ensuite le morceau dont je vous ai parlé l'année dernière. Vous vous rappelez, c'est le morceau qui a fâché Uncle Luke. Je vous laisse aller remater la vidéo. Dre Day. Et ensuite il y a eu un troisième morceau, on en parle moins mais il est tout aussi excellent, Let Me Ride. Donc ces trois morceaux sont extraits de The Chronic. Cet album canalisera toute la culture West Coast aussi bien musicalement que visuellement. Musicalement, cet album est la quintessence de ce qu'on appelle le G-Funk. Ou la G-Funk. Alors comment on peut décrire la G-Funk? C'est simplement du rap qui sample la funk des années 70, notamment George Clinton et le Parliament. Je te montre un exemple. Alors certes, Dr. Dre n'est pas le créateur de la G-Funk, c'est le groupe Above the Law à qui on doit cela. Mais Dr. Dre et Snoop Dogg ont été les plus grands ambassadeurs du genre en le popularisant partout à travers les États-Unis et enfin le monde. Lorsque tu écoutes Big Papa de Notorious B.I.G., tu entends le West Coast whistle, tu vois la sirène là, ça c'est West Coast. Au même moment, un autre courant hip-hop était en train de se développer dans les rues de Los Angeles et Compton. Celui-là est beaucoup plus inspiré par le style de vie direct des gangsters de la rue de ces quartiers-là. Et ce style-là va s'exporter partout internationalement. Tu sais de quoi je parle, il s'agit du gangster rap. Bien que le groupe NWA sera la première icône du genre, le premier artiste à réellement faire du gangster rap sera Ice-T. Et le premier morceau défini comme gangster rap s'appelle 6 in the Morning. L'identité gangsta que Compton et Los Angeles avaient développée fera clairement contraste avec la scène de New York à ce moment-là. Il faut savoir que du côté de la grosse pomme, il y avait KRS-One, Public Enemy, qui étaient les artistes majeurs de la ville. Et ces derniers étaient beaucoup plus conscients. Donc on avait d'un côté le rap conscient à New York et du côté de LA, les rappeurs beaucoup plus gangsters. Et justement, ça fait écho au propos de Punch. Punch, c'est l'un des fondateurs du label TDE, l'ancien label de Kendrick Lamar, qui disait que la West Coast, c'est influencé par la gang culture et la East Coast, c'est la hip-hop culture. Donc vraiment, la base n'est pas la même. Ça veut pas dire qu'à New York, il n'y a pas de gangsters, non. C'est juste que à New York, la culture hip-hop est réellement imprégnée partout. Contrairement à LA qu'il a adopté après. Et c'est vraiment à partir de l'arrivée de NWA que le rap West Coast s'est diffusé partout aux États-Unis et dans le monde. Le gangster rap est une musique qui colle à une certaine réalité des jeunes de Los Angeles, donc pas de place pour faire rêver les filles et se prendre pour des vedettes comme pouvait le faire le World Class Wrecking Crew. Les rappeurs de ce mouvement s'habillent comme les jeunes de leur quartier, je dirais même comme les dealers fortunés et non comme des superstars, tu vois, avec des costumes, avec des paillettes et tout ça. Non, c'est pas pour eux. Eux, c'est très ancré sur la réalité. Et c'est très exactement ça qui fera le succès de cette musique, l'ancrage avec le réel.